Ok, bonjour tout le monde. Donc nous, on est un fournisseur de technologie, on est un fournisseur de capteurs. On développe des systèmes de détection électromagnétique. La planche, ça parle de détection et de navigation. On fait aussi de la caractérisation de l'environnement sous-marin. Donc, on développe une technologie, c'est une technologie biomimétique, elle est issue du laboratoire de biorobotique de l'IMT Atlantique, anciennement l'école des mines de Nantes, le laboratoire du professeur Frédéric Boyer. Et du coup, Elwave a été créée en 2018 pour valoriser les travaux de recherche que cette équipe de recherche a conduit depuis 2005-2007. Donc aujourd'hui, on est 11 employés, on recrute actuellement. Donc si ça intéresse, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, on est la première et la seule compagnie au monde à développer des systèmes qui sont basés sur cette technologie, qui est la technologie du sens électrique. Donc je vais en dire quelques mots après, bien entendu. On a différents marchés d'application, un marché dans l'air qui est la robotique industrielle, mais ça, je ne rentre pas dedans, et évidemment les principales applications, qui est l'application naturelle du sens électrique, qui sont les applications marines. D'un côté, on a un marché de l'énergie au sens large, et un marché de la défense et sécurité. Voilà, vraiment, quelques mots brefs. La société a été créée en 2018. Fin 2020, on a fait une première levée de fonds. Cette première levée de fonds visant à l'industrialisation et la commercialisation de nos premiers produits. On a déménagé là dans nos nouveaux locaux il y a quelques mois, en juillet. Et par ailleurs, depuis le 1er septembre, on est lauréat d'un appel à projet européen qui s'appelle le Blue Economy. Donc, on a reçu à ce titre-là, c'est extrêmement sélectif, et on a reçu une grosse subvention d'1,7 million d'euros. Et cette subvention visant à soutenir le projet d'entreprise. D'une certaine manière, on peut dire que c'est une deuxième levée de fonds, sans prise de capital, évidemment. Et donc, dans cette roadmap, l'élément qui manque ici, c'est la commercialisation des premiers produits. Et cette commercialisation est prévue pour le printemps 2022. Voilà. On a un certain nombre de financements publics, on a des financements privés, et donc on travaille avec un certain nombre d'industriels. Voilà, ce n'est pas exhaustif, mais enfin, ce sont les principaux, en tout cas des gros du marché. Et donc, on travaille aujourd'hui avec Soti7, Total, Saipem, Technip, Fugro, et quelques autres dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de la défense Naval Group et d'autres acteurs. Et au travers de ces contrats que l'on a eus ou que l'on a actuellement, on travaille aujourd'hui avec les plus gros du domaine, principalement. Donc il y a quand même un fort intérêt du marché pour ce que l'on fait, en tout cas pour les applications de la technologie. Et parmi ces acteurs qui sont mentionnés là, il y a donc un certain nombre d'essais en mer du produit commercial qui sont prévus au printemps 2022 pour lancer la commercialisation par la suite. Alors, sauter une page, voilà ça. Donc, dans le principe physique, en fait, on est un système actif électromagnétique. Donc, en fait, les systèmes que l'on installe sur les ROV et les AUV, on génère un champ électromagnétique autour de ces véhicules. Donc, on crée une bulle, là, c'est ce que vous voyez sur l'image de synthèse. On crée une bulle électromagnétique autour du véhicule et on va mesurer les perturbations de ce champ électromagnétique par l'environnement. Donc, l'environnement, ça peut être une mine, là, c'est l'image que l'on voit. L'environnement, ça peut être une monopile ou des jaquettes d'éoliennes en mer. L'environnement, ça peut être des objets enfouis, parce que le champ électromagnétique se propage dans les premières couches des sédiments marins qui sont d'assez bons conducteurs parce que assez bien gorgés d'eau salée. Et donc, du coup, on a une bulle de détection comme ça que l'on forme autour du véhicule sur lequel on a installé le système. On mesure les variations du champ électromagnétique que l'on connaît, puisqu'on est un champ, une technologie active, donc on connaît la fréquence à laquelle on émet le signal, etc. On connaît un certain nombre de ses caractéristiques. Et après, on va conduire un certain nombre de traitements algorithmiques, on va un peu d'intelligence artificielle aussi, pour détecter, localiser et caractériser un objet qui a pénétré dans la bulle électromagnétique, ou qui, en tout cas, qui a perturbé cette bulle électromagnétique. Et donc, ces traitements algorithmiques nous permettent d'obtenir en temps réel et à 360 degrés, alors le champ électromagnétique se propage à 360 degrés, on va pouvoir donc détecter, mais en fait, on va pouvoir localiser dans cette bulle de détection
l'objet. On a une précision centimétrique, décimétrique aujourd'hui. On sait localiser cet objet, on sait le caractériser. C'est qu'on va caractériser sa taille, sa forme, d'une part, et d'autre part, sa nature électrique. Est-ce que l'objet qui a pénétré dans la bulle électromagnétique est un objet métallique ou un objet isolant? Dit autrement, ou plus scientifiquement, est-ce que l'objet a une résistivité électrique plus importante ou moins importante que le milieu dans lequel il se trouve, et donc ou l'eau de mer quand on fait la mesure en eau de mer, ou la conductivité du sédiment marin quand on va chercher des objets enfouis. Là, on peut déterminer également est-ce que l'objet est vivant ou l'objet n'est pas vivant. En particulier, un objet vivant est un objet très capacitif, donc il va déphaser le signal, donc en faisant de la mesure, notamment du déphasage du champ. On connaît ses caractéristiques, donc on sait déterminer si le champ électromagnétique a été déphasé par un objet perturbateur, et donc on en déduit un certain nombre de ses caractéristiques, typiquement est-ce que l'objet est vivant ou pas vivant. Voilà, le champ électromagnétique se propage globalement plutôt très bien. La turbidité de l'eau n'est pas un perturbateur pour le champ électromagnétique. Et un environnement très encombré, très contraint, notamment très contraint, mais très encombré, n'est pas également pas perturbateur. On dit qu'on fait du biomimétisme. En fait, ce sens électrique est un mode de perception qui est utilisé par des poissons qui vivent dans les eaux tropicales en Afrique et en Amérique du Sud. Et ces eaux tropicales sont très sales, très boueuses, très encombrées de branchages, etc. Et dans cet environnement, la vision et l'acoustique ne sont pas efficaces, et c'est de l'évolution naturelle qui a conduit ces poissons à se doter de ce mode de perception adapté à cet environnement complexe. Et par biomimétisme, donc, quand on est, nous, humains, je veux dire, ou activités industrielles, dans des eaux sales ou dans des environnements très encombrés, on retombe dans le domaine d'efficacité de cette technologie du sens électrique. Alors, d'un point de vue hardware, globalement, le système il se présente comme un pod, donc un caisson dans lequel il y a l'électronique embarquée. Tous les algorithmes sont embarqués. Ce caisson, aujourd'hui, il fait une quarantaine de centimètres de long, une dizaine de centimètres de diamètre, ce qui est écrit. Il pèse quelques kilos dans l'air. Il est très légèrement positif en bouillonne dans l'eau. Et de ce caisson part un faisceau d'électrodes, donc c'est ce qu'on voit dans l'image en bas à gauche, les électrodes étant les surfaces actives du système qui vont permettre de générer et de recevoir le champ électromagnétique. Et donc, on va mesurer à chacune de ces électrodes, à très haute fréquence, l'intensité du courant électrique qui parcourt ces électrodes. Et donc, on va remonter, après avec des traitements algorithmiques, de l'intensité qui parcourt chacune des électrodes. On peut mettre des électrodes dans différents états, donc on peut éclairer la scène de différentes manières. Et donc de cette manière-là, on obtient une image électrique de l'environnement. Et donc, ce système est très faiblement consommateur d'énergie. On est à moins de 30 watts aujourd'hui. Dans les conditions qu'on utilise, on est à une dizaine de watts. Et donc, du coup, on sait équiper tous les tailles de ROV, en particulier les ROV d'observation, en particulier les ROV électriques dont parlait l'interlocuteur précédent. On peut s'équiper des gros, les working class, et on sait également équiper les AUV pour deux applications principales. Donc, la première application, c'est utiliser cette bulle de détection comme un bouclier de protection. On l'appelle le safety shield. Et donc, on a cette bulle de détection et on obtient une image, donc c'est ce que vous voyez là en bas à droite ou en bas à gauche. On obtient une image en temps réel et en 3 dimensions de l'environnement. Donc, on va positionner, on va l'objet détecté dans cette bulle. Donc, l'opérateur d'un ROV, si c'est un ROV, a, en complément de la caméra et du sonar, cette image électrique de l'environnement. Et pour un AUV, l'image ne va pas lui servir à grand-chose, mais pour l'AUV, on va lui sortir en temps réel la coordonnée géographique dans le repère du véhicule et les quelques informations de taille, de forme, etc. de l'objet. Et donc, c'est utilisable par l'AUV pour aider à la navigation, pour faire de l'évitement d'obstacles ou pour faire, on parlait de véhicules résidents tout à l'heure, pour faciliter la navigation, en particulier pour ces véhicules résidents quand ils doivent faire des approches un peu complexes sur leur docking station. Ça, c'est la première grande application, la bulle de sécurité.
La deuxième, oui, d'un point de vue performance, d'un point de vue taille de cette bulle de détection, l'ordre de grandeur typique de la portée de détection, c'est environ 5 fois la longueur du véhicule. Si vous avez un ROV qui fait 2 mètres, vous avez une bulle de détection d'un rayon de 10 mètres. Si vous avez un AUV qui va faire 4 ou 5 mètres, vous aurez une bulle de détection d'un rayon d'une vingtaine, 20 à 25 mètres de rayon autour de ce véhicule. Je vais un peu trop vite. La deuxième application d'intérêt, ça va être la détection et le tracking des objets enfouis. Donc, on va détecter, localiser, caractériser, toujours pareil, ces objets enfouis, les UXO. Alors, par rapport au système qui existe aujourd'hui, en particulier les pipe trackers ou les magnétomètres, qui sont donc sensibles au champ magnétique, il y a un certain nombre d'UXO, donc en particulier les mines les LMB, LMA de la Seconde Guerre mondiale, les mines allemandes, qui sont à corps en aluminium, très faiblement ferromagnétiques, et donc très difficilement détectables par ces systèmes magnétiques. Et donc, nous, que le système soit faiblement ou fortement magnétique n'a pas d'influence, ce n'est pas la grandeur que l'on mesure. Donc, on détecte très bien ces UXO très mal détectés par les systèmes actuels. On détecte des mines plus récentes. Et puis, dans le domaine des éoliennes offshore, on va faire de la détection, déterminer la profondeur d'enfouissement des câbles, avec un élément important, c'est qu'on n'a pas besoin d'éteindre, de couper le courant, donc de shut-off les câbles de puissance, les pipelines dans le domaine de l'oil and gas. Et on commence à investiguer aussi dans le deep sea mining, ou plus largement dans l'exploration des fonds marins. Alors pour ça, on travaille avec une personne de l'IFREMER, Jean-Marc Daniel. Quand on acquiert les données, donc ces données qu'on acquiert en temps réel, on peut les post-traiter par la suite. Et dans le post-traitement que l'on peut faire, on va obtenir des informations plus précises sur la nature de l'objet perturbateur. Et si je prends le cas du deep sea mining, on va aller déterminer, par exemple, sur des encoutements cobaltifères, la richesse minérale du système, enfin, de l'environnement investigué. Dans les échanges qu'on a avec l'IFREMER, il y a des choses plus scientifiques qui sont d'aller caractériser un certain nombre d'écosystèmes sous-marins. Donc ça, ce sont des choses que l'on sait faire, pas en temps réel cette fois-ci, alors que les deux applications précédentes sont en temps réel, mais en ayant acquis les mesures et en les post-traitant par la suite avec plus de puissance et plus de temps d'analyse. Donc, à court terme, deux grandes applications commerciales, la bulle de sécurité, la détection et le suivi des objets enfouis, et à moyen terme, la caractérisation de fonds marins dans le domaine scientifique, la caractérisation de matériaux. On travaille avec un acteur, un des majors de pétrole, sur la mesure de corrosion. Donc, aller en post-traitement, aller mesurer et aller quantifier, monitorer la corrosion d'infrastructures sous-marines. Donc, on peut faire ça pour de la corrosion. On peut investiguer un autre domaine qui va être le biofouling, aller investiguer, réussir à quantifier le biofouling. Et ça, c'est avec la capacité dont on dispose à obtenir des informations sur la nature plutôt résistive ou plutôt capacitive de l'objet perturbateur, sa taille, sa forme, etc. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense. Quelques illustrations, là, c'est sur un câble, typiquement un câble d'export d'éolienne en mer, donc il fait 15 cm de diamètre. Vous avez un véhicule, un ROV, et en fait, cette illustration, enfin, ces calculs-là de simulation numérique montrent en fait le type de performance que l'on sait atteindre en fonction de la distance entre les électrodes. Tout à l'heure, j'ai dit que dans l'air, dans l'eau, pardon, la portée était d'environ 5 fois la longueur du véhicule. En fait, c'est 5 fois la distance entre les électrodes. Et donc ici, en fait, on a un véhicule d'1 mètre. Et donc, on va mettre des électrodes qui, dans le cas à gauche, sont séparées de 1 mètre, dans le cas au milieu de 1,75 mètres, et dans le deuxième cas de 3 mètres. Donc, on augmente la distance entre les électrodes, on envoie un peu plus de puissance dans l'eau, et en faisant ça, on voit en fait le gain de performance sur une même cible, en l'occurrence un câble de 15 cm isolant. Voilà. Et donc, du coup, on va vérifier, on va chercher à voir quelle est la profondeur d'enfouissement
que l'on sait obtenir. Typiquement, ici, ce que l'on a, c'est en fonction de cette distance entre les électrodes, du type d'intégration que l'on fait sur un véhicule. Là, c'est un véhicule, un rover d'observation. On va aller chercher des profondeurs d'enfouissement de l'ordre de 1,5 m, et puis on peut aller plus loin, on peut aller jusqu'à 2 mètres, etc., en fonction de l'altitude du véhicule. C'est une illustration des performances que l'on sait obtenir. Et en fonction du besoin du client, en fonction du véhicule et du type d'intégration que l'on peut faire sur le véhicule, on va aller chercher des performances qui sont plus ou moins importantes. Et on sait aussi donner des informations à l'opérateur du véhicule sur le type de performance qu'il sait obtenir en fonction de l'altitude à laquelle il fait naviguer son ROV au-dessus du fond. C'est une illustration de ce que l'on sait faire. Donc ça, c'est la simulation. Et après, on a des piscines chez nous, des piscines d'eau de mer, où on va adapter ou ajuster les algorithmes en fonction du besoin du client. Et puis après, on va en mer pour faire l'évaluation en opération réelle du système. Et je pense que j'ai fini. Voilà. Donc ici, vous trouvez les coordonnées. Vous avez une coordonnée, Gary Bago, qui est le commercial de Elweb, et que vous pouvez contacter, mais moi également, bien entendu, pour avoir plus d'informations, plus d'approfondissement. Merci. Merci beaucoup, Pierre. On te garde là en ligne et puis on prendra les questions avec l'ensemble des présentateurs de cette session. On va maintenant donner la parole à Daniel Jouffret, donc de GSLC. Daniel, c'est à toi. Bonjour. Donc, je vais présenter l'entreprise. Donc, entreprise GSLC, j'ai créé l'entreprise en 2015 et on intervient principalement dans tout ce qui est assistance d'organisation d'opérations techniques et scientifiques et audiovisuelles en plongée, en subaquatique. On fait de l'inspection, du relevé, du positionnement d'ouvrage. On a aussi un moyen d'essai, alors pas aussi important que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on a un site d'essai en milieu naturel, c'est une ancienne carrière qui fait à peu près 4 hectares d'eau et on est capable d'avoir des profondeurs jusqu'à 50 mètres de profondeur, ce qui nous permet justement d'organiser des différents essais en robotique subaquatique. Donc on travaille on commence à travailler actuellement pour l'armée, on travaille pour différents organismes de développement. Et après, donc on a une autre activité qui est tout ce qui est HSE, réglementation sur l'organisation d'opérations subaquatiques. Et pareil, dans ce souci, on fabrique aussi notre propre gaz respirable, tout ce qui est suroxygéné et à base d'hélium, pour pouvoir intervenir justement sur tout type d'organisation et de tests scientifiques. Donc, on s'est très vite aperçu que les enjeux en plongée, il y avait de gros problèmes. On avait beaucoup de questions sur tout ce qui était relevé topographique, sur tout ce qui était de l'accompagnement d'experts et scientifiques. Donc, il y a de plus en plus d'exigences, on nous demande de plus en plus de positionnement. Là, sur la photo en haut, c'est sur un relevé de colonisation. À chaque fois, on est obligé de repérer, de positionner notre photo. On nous demande maintenant que les photos soient référencées. Donc, on a été obligé de trouver différentes solutions. On travaille aussi sur des sujets d'inspection, de sûreté et de sécurisation maritime.
Donc, pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir un gain de temps. On nous signale une problématique, on doit pouvoir y aller très rapidement et en sécurité. Donc, voilà, on a été obligé d'améliorer tout ce qui est le processus de travail. Évolution, réglementation aussi, ce qu'on parlait tout à l'heure, tout ce qui est réglementaire, qui évolue surtout en France, qui a évolué les dernières années depuis le 1er janvier 2020 et qui est très contraignant. Tout ce qui est restitution des données aussi, on doit pouvoir prouver qu'on est passé à tel endroit, qu'on a fait telle inspection, qu'on a vu telle chose. Et après, derrière, on doit aussi traiter tout ce qui est la donnée. Donc, on a été obligé de réfléchir à tous ces points-là. Là, en bas, c'est notre centre d'essai. Donc, vous voyez, le positionnement, c'est très important. Toute la zone verte, c'est une zone qui se trouve entre 40 et 50 mètres. Donc, quand on a besoin d'aller vérifier ou de récupérer un capteur, un robot qui est resté au fond, on est obligé de savoir vraiment où on est parce qu'on peut y passer beaucoup de temps. Et ça, c'est un enjeu pour nous. Et nos objectifs, c'était de s'adapter à la demande. On devait fournir des informations, ce que je vous disais tout à l'heure, des informations de terrain pertinentes, structurées. Donc, on avait des obligations de rapport. Améliorer la traçabilité, assurer les suivis réguliers aussi, être capable de reproduire la mission qu'on a fait 6 mois avant, ou 1 an avant, ou 2 ans avant. Améliorer tout ce qui était sécurité de nos interventions, assurer la gestion HSE, dire telle personne, on sait que de prévenir la personne, dire attention, tu vas avoir un obstacle à tel endroit. Donc, et puis réduire nos pertes de temps. Et bien sûr, analyser nos risques. Et donc, on a apporté une solution. Donc, on a commencé à travailler sur un système de positionnement de nos plongeurs, du tracé qu'ils ont parcouru, de pouvoir référencer ce que je disais tout à l'heure, nos vidéos et nos photos avec une profondeur, une position GPS sous-marine et une position sous-marine. Et ce système de positionnement, on a commencé à le développer parce qu'on a remporté un appel à projet avec la région des Pays de la Loire au niveau des ports innovants et on a mis en place cette tablette plongeur qui nous permet de nous positionner, d'avoir une interface, de gérer et de créer complètement une mission. C'est un outil portatif et que maintenant on est en train d'intégrer sur un système de ROV parce qu'on est parti du principe qu'à partir du moment où on pouvait localiser et guider notre plongeur, on pouvait localiser et guider un robot, un ROV. Voilà nos prochains enjeux. Et donc, dans notre objectif, pour développer ce projet, on a fait appel à différents partenaires. On travaille actuellement avec Pilgrim Technologies pour intégrer et industrialiser ce projet. Copadia, qui est conseil en études des systèmes de navigation embarqués, et Librea, qui nous assiste dans tout ce qui est gestion de projet. On est simplement, nous, les porteurs du projet et l'expertise métier pour pouvoir dire, voilà, on a besoin de ça au fond. Et actuellement, on a un partenariat technico-commercial dans tout ce qui est projet UMR avec Maser Engineering. Et on essaye d'évoluer, de rentrer dans tout ce qui est positionnement, accompagnement en subside pour tout ce qui est technologie ROV et plongeur. Voilà. Merci Daniel. C'était une très bonne transition avec Copadia. Ça va se répéter. Voilà. Je vais mettre mon timer.
Voilà, c'est à toi. Merci Philippe, merci aux équipes de WIMEC pour l'organisation de cet après-midi et bonjour à tous. Donc Thierry Grousset, fondateur et dirigeant de la société Copadia, fondée en... Attendez, je vais essayer de faire deux choses en même temps. Je pense qu'il faut que tu prennes la souris. Ah ouais? Oui, il y a aussi un problème de connexion. Ça s'appelle. On est plus. Escape. Ou alors j'y vais carrément au pad. Voilà. Non. Allez, vas-y. Il y a du bruit? Parce qu'il y a une vidéo. Donc Copadia, fondé en 2007 par deux fondateurs, moi-même, issus du monde parapétrolier, et qui sont venus s'installer à Nantes l'année dernière, en 2020, pour des raisons à la fois personnelles, parce que c'était proche de nos familles, et puis parce qu'il y avait une proximité de la mer, parce que Orsay, c'était un peu loin, et puis il y avait quand même une dynamique dans la région, on verra un petit peu plus tard, qui nous attirait beaucoup. Le positionnement de Copadia, c'est les AUV, donc Autonomous Underwater Vehicle ou drone sous-marin. Et alors, je vais préciser, pas fabricant. Pas fabricant, plutôt concepteur, c'est-à-dire qu'à partir d'une spécification, on est capable de pouvoir définir, étudier et prototyper la solution robotisée, faire de l'inspection sous-marine pour différentes applications, que ce soit du pétrolier, de l'EMR, du scientifique. On fait de la validation de concept également, c'est-à-dire à travers ces prototypages, on est capable d'aller démontrer. Ça me fait peur. Donc ça, c'est toute la partie engineering. C'est d'aller chercher, et de par notre expérience offshore, être capable aussi d'accompagner le robot pour définir les méthodes de mise en œuvre. Parce qu'un robot, il faut le mettre à l'eau et l'opérer et le récupérer, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est la partie engineering, activité engineering de Copadia. Et puis, on développe également une partie inspection, où là, à partir de nos drones, puisqu'on est propriétaire d'une flotte de drones, on fait du développement propriétaire pour pouvoir opérer les drones et trouver des solutions aux problématiques subsea, qu'ils soient soit pour les ENR, soit pour le parapétrolier ou le militaire ou l'environnement. On le verra un petit peu plus tard. L'intérêt de ce modèle, c'est de s'auto-enrichir à la fois par l'expérience du client, par les besoins, par les attentes en termes de développement technique, mais aussi de reprendre des expériences terrain qui peuvent être intégrées dans les développements qui sont faits de l'utilisation d'un drone en opération. La vidéo n'était pas activée. Voilà une petite vidéo qui vous montre un petit peu comment on travaille à Copadia dans une phase de développement. Ah. Tu m'attendais une vidéo. Il n'y a pas de fil. Ça navigue tout seul. Vous entendez les hélices. Le son, quand même. Là, c'est du collaboratif. On est sur un modèle où il y a deux AUV qui font une mission. Ça, c'était dans notre ancienne entreprise, parce qu'on est parti avec la technologie.
n'arrive pas à couper le son. Ça y est, ça y est. À l'image que vous voyez tout à l'heure, il y avait deux AUV. Ce sont deux AUV qui travaillent de manière collaborative. Je dis collaboratif parce qu'à l'époque, c'était en 2016. Notre employeur, qui est CGG, hein, il n'y a pas de secret là-dessus, ex-compagnie générale de géophysique, avait réalisé dans le cadre d'un développement R&D une mission d'acquisition sismique sur du drone dérivant. Là, on en voit deux, mais en fin de compte, il y en avait 16 en opération. C'est avec ça qu'on est parti de CGG et avec l'ambition de développer l'activité, mais pour des industries autres que le parapétrolier. Voilà, donc notre panel, beaucoup de projets R&D pour gens qui sont principalement à l'origine des parapétroliers. Une mission opérationnelle l'année dernière sur le câble d'interconnexion entre la France et l'Angleterre. Mission R&D où on a fait de l'évaluation technologique sur de l'imagerie bathymétrique en utilisant à la fois du sonar interférométrique et du sonar multifaisceau. Quelques kilomètres d'acquisition pour justement voir, RTE souhaitait voir un petit peu ce qu'apporterait l'AUV dans l'inspection des câbles, et particulièrement sur l'état de la zone d'enfouissement une fois que les travaux ont été finis. Dernière aussi mission, alors là, elle était un petit peu osée, c'était d'utiliser l'AUV comme une salle d'acquisition multicapteur, où là, on a créé un espèce de réseau instrumenté sur une structure tractée. Et l'AUV est venu se fixer sur cette structure pour aller faire de la mesure de vibration et d'accélération, et aussi des mesures de pression. Donc, on avait en tout 5 IMU, on avait 6 capteurs de pression, on avait une vidéo et un ADCP. Donc, l'intérêt pour nous, c'était d'explorer jusqu'où on pouvait instrumenter un AUV et récupérer des données. Alors, évidemment, l'AUV, ce n'est pas du temps réel. Hein. On enregistre tout à l'intérieur et après, on ramène ça en surface. Hein. C'est une des différences avec le ROV ou l'imagerie, vous l'avez tout de suite. Nous, il faut avoir la patience d'attendre et de s'assurer que la mission est bien réussie. Après, en projet de développement, donc on a, Benoît en parlera un peu plus précisément, mais on a un projet de réseau acoustique instrumenté qui a pour objectif d'offrir sur les structures immergées un moyen de maintenance, de monitoring de données. Projet qu'on développe aussi avec Jean-Marc de SEMREF pour justement définir les besoins en instrumentation. Donc, l'idée, c'est d'avoir des balises acoustiques instrumentées, autonomes, et de pouvoir récupérer toutes ces données, soit en temps différé ou en temps réel, et de pouvoir les programmer à terme pour pouvoir justement, en fonction du cycle de vie du champ, après tempête ou après des événements, passage d'un bateau sur le champ, de voir quels sont les impacts qui ont été enregistrés sur les installations. Et puis un deuxième projet avec DICE et LWEF, Pierre a passé juste avant, où là, justement, l'AUV est porteur de la technologie d'LWEF. Et grâce à DICE, donne des consignes de navigation à l'AUV pour pouvoir faire du suivi de câble. Bon, les marchés de Copadia, on les connaît tous, hein, tous ceux qui s'intéressent au monde de la robotique sous-marine les connaissent. Donc, c'est principalement aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années, c'était plutôt l'inverse, on avait l'offshore pétrolier qui était plutôt en tête. Aujourd'hui, on a une forte traction quand même des EMR.
et de sa dimension environnementale, parce qu'on est quand même sur des zones qui sont très proches du territoire, donc avec un impact sociétal qui n'est pas négligeable, contrairement à l'offshore pétrolier, qui est un petit peu plus loin des yeux, loin du cœur. Et puis, toujours sous-jacent, mais un petit peu plus long à pénétrer et plus difficile, enfin, où il faut un peu plus de patience, c'est tout ce qui est défense. Donc, la stratégie à la fois technologique et marché de Copadia aujourd'hui, hein, c'est d'aller chercher l'autonomie d'un AUV, c'est-à-dire le rendre de plus en plus autonome, être capable d'avoir un AUV qui se déplace sur des longues distances, de manière sans avoir une intervention humaine, si ce n'est qu'un contrôle ou peut-être des petites corrections si l'environnement vient à changer. Et d'avoir du travail collaboratif. Cette composante étant pour aller améliorer l'efficacité de la mission, parce qu'un AUV, mettre à l'eau un AUV, bon, c'est du linéaire, on va avoir une fauchée qui va être quand même relativement réduite. Et si on veut faire de l'exploration ou de la grande surface, il va quand même falloir multiplier les AUV. Et puis d'être capable aussi de multiplier les données acquises. C'est-à-dire qu'on peut, en faisant du collaboratif, on peut avoir sur une même mission plusieurs capteurs embarqués sur différents AUV et pouvoir mutualiser la donnée sur un même temps d'acquisition. Et le positionnement de Copadia, c'est de travailler sur des AUV qui sont légers et faciles à mettre en œuvre, parce que tout simplement parce que c'est pour réduire les moyens de surface. En termes d'opération, c'est ce que je vous disais, hein, on cherche à la fois l'efficacité opérationnelle et pouvoir assurer une réduction de l'exposition. Et notre positionnement en termes d'inspection va dans la zone des 0 à 100 mètres aujourd'hui, qui est pleinement sur les AUV, sur ce que demandent les ENR et tout ce qui est transport d'énergie. Voilà, on voit l'image, et puis sur l'image du dessous, petit exercice de test qu'on a fait au large de Saint-Brévin avec un bateau de Alma Kappa qui est basé à Saint-Nazaire, où là on a mis en œuvre un AUV sur un petit bateau très facilement. L'intérêt, aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions qui sont projetables et facilement mobilisables sur un navire. Je n'ai pas à chercher la perle rare qui est plutôt à Singapour ou à Rotterdam, mais elle est vraiment être transposable et mobilisable en local. Donc aujourd'hui, tout le monde le sait, hein, dans la région, il y a une forte traction du marché des EMR, qui est principalement due au fait que les projets arrivent à terme, commencent à s'installer. Dans 2 ou 3 ans, il va falloir commencer à penser à la maintenance. Il y aura des installations qui auront été mises sous l'eau depuis peut-être 1 ou 2 ans. Et toute la maintenance et l'impact environnemental, il va falloir commencer à le mesurer. Et là, on commence à discuter sérieusement de ces sujets-là. Et puis, il y a un deuxième sujet qui pour moi, est très important. Très important, c'est l'inspection des câbles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution efficace, industrialisable. Et il y a une forte demande de pouvoir monitorer la stabilité d'un câble une fois qu'il a été installé et son impact environnemental. Alors, ça rejoint Elwave dans sa problématique de pouvoir, dans la solution qu'il propose dans son produit, qui est d'aller faire de la détection et du suivi. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de détecter, de suivre en linéaire un objet qui est enfoui ou pas enfoui, vous pouvez, à côté de ça, en multidrone, faire de la bathymétrie, faire de l'imagerie vidéo pour voir un petit peu les évaluations benthiques de la zone. Il y a pas mal de choses. C'est ça qui peut être imaginable une fois qu'on saura suivre un câble. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solutions qui sont bien débarquées sur ce marché-là.
Et puis, enfin bon, ça vient peut-être aussi de mon passé. Je pense que la géotechnique et la géophysique sont vraiment des problématiques EMR auxquelles les AUV pourraient répondre. Alors, je pourrais vous expliquer mon débat plus tard, mais j'ai en tête quelques modèles qui pourraient être intéressants. Bon, voilà, pour reprendre un petit peu, illustrer l'intérêt des Pays de la Loire et cette dynamique qui existe dans la région. On a quand même un panel à la fois universitaire, labo, et puis industriel, à la fois sur les fournisseurs d'équipements, que ce soit des gros industriels ou des petits industriels ou des sociétés en développement, des moyens opérationnels locaux, franco-français, par Aquamarine. Et puis, ce que disait Daniel tout à l'heure, une dynamique qui s'est mise en place dans la région avec Maser, Pilgrim, GSLC, Livrea et Copadia. Une volonté d'aller chercher ces marchés des EMR. Pourquoi ? Parce qu'une petite société comme Copadia, des fois, manque un peu de crédibilité face aux grands comptes. Manque aussi de moyens humains, peut-être aussi les commerciaux, pour aller s'attaquer à des gros marchés. Donc, l'idée est venue entre nous de s'associer, de faire front un peu sur ce marché-là. Voilà. Aujourd'hui, nos challenges technologiques sont principalement tout ce qui est navigation et positionnement. Et puis d'aller développer nos AUV pour les amener sur des modèles industriels, donc des choses qui soient plus durcies, plus fiables, qui soient multicomposants, qui soient capables d'être déployés de manière très simple, de pouvoir répéter les missions, d'être capable de faire de la 4D. Et puis d'aller chercher les capteurs qui vont répondre aux besoins du client. Parce qu'aujourd'hui, le client, alors il y a des schémas de maintenance. Quand vous allez commencer à regarder quelle est la tolérance, quelles sont les valeurs de mesure attendues, il va falloir aussi bien comprendre ces problématiques et mettre en face le bon capteur, celui qui va coûter le moins cher, mais qui va répondre aux besoins. Et puis, des capteurs qui soient interchangeables. Ça, c'est ce que nous, on recherche. Hein. C'est d'avoir quand même un effet plug and play, parce que remobiliser un capteur sur un AUV, ça prend du temps. Il y a du développement bien souvent parce que les systèmes ne sont pas ouverts ou ne communiquent pas de la bonne façon. Et ce qu'on cherche justement aujourd'hui, c'est de pouvoir faire du plug and play facilement. Et petit aparté, mais pendant Synergie, moi j'ai remarqué que les fabricants de capteurs étaient quand même assez dynamiques et intéressés par les marchés des AUV, chose qui il y a 2 ou 3 ans n'existait pas. Donc voilà, en termes de challenge opérationnel, il va falloir amener la solution sur le terrain, ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui, si ce n'est l'aspect financier, mais aujourd'hui, c'est des solutions offshore qui sont utilisées. Hein. On voit bien que les grands opérateurs sur le champ de Saint-Nazaire, c'est quand même des majors dans le parapétrolier qui viennent se positionner sur le MR, aller chercher cette efficacité économique et cette flexibilité dans la mise en œuvre et dans l'acquisition de la donnée. Et puis, je l'avais écrit un petit peu avant, l'aspect légal. Et la fin de semaine dernière, un texte, l'ordonnance est sortie, qui est passé en Conseil des ministres vendredi dernier, sur l'utilisation des drones, la législation sur l'opérabilité, sur l'immatriculation, sa reconnaissance en tant que navire. Là, je parle de USV et AUV. Alors, on pourrait se dire que ça peut être négatif, un petit peu comme les effets que la réglementation a eu sur les drones aériens. On peut se dire que c'est positif parce qu'en fin de compte, on est dans une dynamique où l'industrie a besoin du drone sous-marin,
la législation se met en place, et les technologies commencent à s'affiner, à être performantes, et on va vers un nouveau métier. On va vers un nouveau métier. Alors, bon, ils appellent ça dans le texte que j'ai dans l'ordonnance, les capitaines d'AUV. Est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour développer de la formation, faire des nouvelles ouvertures d'activités pour les gens de mer? Enfin, il y a, voilà. En ce moment-là, c'est beaucoup de problématiques. Une question quand même qui reste en suspens, c'est quand est-ce que c'est un AUV immatriculable? Parce qu'aujourd'hui, ça reste toujours des produits qui sont développés intramuros dans les entreprises, dont les systèmes de navigation, les systèmes en pont sont quasiment propriétaires, enfin, la plupart du temps sont propriétaires. À quel moment on va voir les affaires maritimes pour leur dire mon AUV est immatriculable? Pour mémoire, aujourd'hui, quand vous faites sortir un AUV dans les eaux territoriales, vous avez obligation de naviguer à 250 mètres de l'AUV. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc, il n'est pas si autonome que ça. Maintenant, avec le nouveau texte, il peut être opéré de la terre par un capitaine. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que je vous invite au restaurant Copania, détection suivi de câble, ça c'est mon vrai sujet. La collaboration entre les AUV, parce qu'il faut aller chercher des modèles qui soient économiquement rentables. Parce que sortir un bateau pour un AUV, c'est pas... Ou avoir des solutions docking, ou avoir des solutions résidents. Hein. Ça, c'est aussi, ça fait partie de ces réflexions de l'efficacité ou de la collaboration. Et l'AUV connecté, et ça, c'est un petit peu dans l'esprit du projet qu'on est en train de développer avec l'université Polytech, c'est d'avoir un réseau acoustique qui soit capable de mesurer, mais qui soit aussi capable de servir de référence de positionnement pour un AUV qui viendrait naviguer à l'intérieur du dispositif. Les synergies industrielles, je pense que c'est super important dans ce domaine-là. Et puis aller chercher des vraies solutions opérationnelles, quoi. Je vais dire, il faut arrêter de bricoler, quoi. Voilà. OK. On va passer à la dernière intervention de la session. Donc, Julien Giocanti de Cybertech. Voilà, Julien, merci.
Non, non, c'est en mode présentateur sur le Zoom. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, bien. Voilà. Désolé. Bon, en tout cas, je suis ravi d'être présent et d'avoir ce temps de parole. Déjà pour remercier Philippe Baclet et Louis Mac pour ce meeting d'aujourd'hui. J'ai entendu des choses très intéressantes. Donc, merci pour cette organisation. Subertech est une entreprise qui fournit un service d'inspection, également de consulting et de formation au ROV. Alors, il faut savoir que c'est la filiale d'une entreprise qui s'appelle Drone On Air, qui est un des centres de formation drone relativement importants en France. Et dans le cadre de ces missions, on a différents outils de notre quotidien. Voilà. Notre travail est centré sur les ROV. Voici un exemple. Et on utilise également assez régulièrement des drones et des crawlers. Effectivement, on a parlé de l'USV, c'est partie des technos sur lesquels on porte une attention importante. Je signale juste qu'à la différence de certains autres acteurs présents aujourd'hui, on utilise majoritairement des produits qui sont standardisés, qu'on achète parfois même dans la grande distribution. En tout cas, la partie développement est assez limitée. Bon, on a une approche qui est plutôt généraliste. On a eu la chance de travailler avec des entreprises relativement importantes sur le volet consulting, formation et aussi sur des inspections. Donc, on a eu la chance d'aller quelques fois sur le site du CEMREV et puis de travailler également sur le site de Saint-Brieuc et également de Fécamp, qui ne sont pas le même degré d'avancement que, par exemple, le parc de Saint-Nazaire. Alors, notre positionnement, le voici. Nous, on est convaincus que les mini-ROV vont, je dirais, un peu modifier je dirais les inspections en général, avec quelque chose qui est beaucoup plus réactif, dont le potentiel est plus limité, et surtout limité par rapport à quoi? Par rapport au work class. Donc, si je résume cette position, on est pour les mini-ROV, et la partie work class à partir d'une certaine taille, c'est des moyens sur lesquels on ne jette pas vraiment notre regard, parce qu'il y a toute une économie qui est extrêmement importante. On n'aura pas notre place là-dedans, c'est des choses qui sont difficilement accessibles. Pour les EMR, alors, j'étais un peu piégé parce qu'on a travaillé sur des sites et en même temps, j'ai signé des NDA, du coup, je ne savais pas du tout ce que je pouvais montrer ou ne pas montrer. Donc, du coup, je ne montre rien, comme ça, je ne risque pas d'être embêté. Qu'est-ce qui est demandé lors de demandes d'inspection sur la thématique au sens large des EMR? On a des inspections visuelles, inspections de structure. Évidemment, il faut localiser cette inspection. Parfois, il faut faire de modestes interventions. Bon, modeste parce que travailler avec des mini-ROV, je ne peux pas prétendre à plus. C'est toujours plus ou moins connecté à la thématique de la mesure ou de l'observation acoustique. Et puis, il y a d'autres types de mesures, je pense aux protections cathodiques, etc., qui peuvent être réalisées avec des mini-ROV. Alors, évidemment, le mini-ROV, on a un mini-ROV qui est un outil, je dirais, assez compact, qui est moins motorisé qu'un work class, et pourtant, on est soumis à des conditions qui peuvent être assez importantes, météo, houle, etc. De ce fait, il faut trouver quand même un outil qui est robuste, qui est fiable, et qui puisse apporter des résultats. Je précise que dans le cadre des inspections visuelles, j'ai repris des images que je trouve sur des recherches Google classiques, sur les inspections des éoliennes offshore, il va y avoir des choses qui sont très différentes puisqu'on a des systèmes qui vont être posés, on a des systèmes qui vont être flottants, on a différents styles d'éoliennes offshore. Je pense qu'on va avoir vraiment une spécialisation d'entreprises qui vont soit être, comme c'est déjà le cas d'ailleurs en mer du Nord, qui vont être vraiment focus sur un style d'inspection proposant des services beaucoup plus performants, soit au posé, soit au flottant, et puis quel type de flottant, etc. En plus de l'inspection des structures, il y a aussi beaucoup d'interventions ROV qui sont motivées
dans le but de faire une espèce de monitoring environnemental, acquérir de la connaissance, tout ce qui est soit écologique, biochimique, etc. Donc, il y a les structures en elles-mêmes et puis il y a leur environnement au sens à la fois biologique et physico-chimique. Alors, je suis content qu'on ait parlé de réglementation parce que j'en entends pas beaucoup parler d'habitude. Il existait depuis le 20 mai 2020 cet arrêté qui consistait simplement à rentrer en fait dans une espèce de fiche les spécificités de l'opération, le type de matériel utilisé, etc. Il faut noter que cet arrêté de mai 2020, il y a le mot expérimentation. Alors moi, quand j'échange avec les affaires maritimes, une opération en mer, monsieur, vous êtes tenu de remplir le document suivant, etc. Donc, je m'y pliais purement et simplement. Et puis, bon, je ne sais pas si on en reparlera, mais il y a donc on en a parlé, c'est très bien, cette ordonnance d'octobre 2021 qui a changé beaucoup de choses. C'est très bien qu'on en ait parlé juste avant. Moi, j'ai noté, pour résumer simplement, une obligation effectivement d'immatriculation et d'avoir éventuellement un pavillon. Et alors, plus contraignant, à tout moment, il faudra pouvoir connaître la position en mer de l'appareil. Autrement dit, Daniel, ton système de positionnement, j'ai pensé à ça, tu vas peut-être avoir plus de clients que prévu, puisque si on se tient strictement à ce document, tout ce qui sera mis en mer, AUV, ROV, devra être tenu d'avoir un système de positionnement en temps réel. Point barre. Moi, ça m'a semblé un peu brutal, mais on pourrait l'interpréter de cette façon. Il y aura aussi une problématique sur la formation qui n'est pas encore fixée. Ce qui m'intéresse, je vous expliquerai pourquoi. Bon, voilà pour cette ordonnance. Je pense qu'on sera tous amenés à travailler dessus ardemment dans les mois qui viennent. Bon, on parle de ROV. Moi, je vous ai parlé de mini-ROV. Je vais essayer de détailler un peu plus précisément ce dont je parle. Bon, j'ai utilisé dans le document présent la classification de l'INCA. Donc, c'est International Marine Contractors Association. Et donc, on voit on a la classe 1 des ROV qui sont destinés à faire uniquement de l'observation, la classe 2 avec des ROV d'observation qui ont aussi du payload, par exemple un capteur acoustique supplémentaire, un USB, etc. Et puis la classe 3, les work class qui sont tout de suite une taille qui est nettement différente. Souvent, ça fait une tonne, ou en tout cas, c'est relativement lourd. Et donc, cette classification a d'ailleurs été... Cette classification a d'ailleurs été affinée par l'INCA elle-même, puisque dans la classe 2, ils ont introduit deux sous-classes, la classe 2A et la classe 2B. Et il faut voir qu'entre la classe 2A et la classe 2B, il y a une vraie distinction, puisque la classe 2B, ça va être un ROV d'observation, mais relativement consistant, où tout de suite, il va falloir que l'appareil soit déployé avec des systèmes mécanisés, ce qui d'emblée place une chaîne de travail sur des échelles beaucoup plus lourdes, avec des bateaux plus importants, un équipage plus important, etc. Bon, pour résumer, Subertex place jusqu'à la classe 2A, et c'est très bien comme ça. Il y aura de quoi faire en allant jusqu'à cette classe-là. Ce que j'observe, c'est que dans le domaine des EMR, j'ai l'impression qu'il y a les standards oil and gas qui ont tendance un peu à être utilisés par défaut. Et je pense que ce n'est pas forcément une position optimale, dans la mesure où les standards de l'oil and gas sont très adaptés. En revanche, pour les EMR, il y aura certainement d'autres choses à faire. Alors, concernant les ROV, bon, nous, j'ai aucun stress en le disant. On s'est cassé les dents plusieurs fois sur le SEMREV en utilisant des moyens qui n'étaient pas adaptés, etc. Donc, à l'heure actuelle, on a longtemps cherché soit le trèfle à 4 feuilles, soit le mouton à 5 pattes, je ne sais pas. En tout cas, on sait aujourd'hui, en 2021, qu'il y a une gamme de mini-ROV qui sont résistants, conçus, qui apportent des réponses pour aller travailler sur les EMR. Donc, c'est ce qui est dans le carré vert. En revanche, ce que j'ai mis dans le carré rouge, c'est un outillage qu'on a utilisé à plusieurs reprises. Passer un certain, je dirais, régime de conditions trop soutenu, soit le ROV est défaillant, soit on a une voie d'eau qui est observée. Enfin, il y a toujours des problèmes. Donc, je précise sur mon tableau vert
On a une marque espagnole, Nido, le Deep Tracker en noir, Eka qui vient de sortir un produit mini-ROV, donc le plus petit de ces ROV qui devrait normalement se placer dans ce type de contexte qui apportera des résultats. Et puis le SRS Fusion, un ROV américain qui a la faculté de switcher AUV, ROV. Bon, pour l'instant, il est extrêmement coûteux, mais en tout cas, ça fait partie des objets qui donneront un second souffle à l'activité d'inspection ROV. Alors, je n'ai pas la prétention de réinventer quoi que ce soit. Des ROV d'inspection, il en est déjà utilisé un très grand nombre dans les EMR, par exemple, le Sky Falcon, le Citronix, et une marque française, Forcy. Voilà, ça, c'est des outils qui sont très performants pour l'étude des EMR au sens large, donc, les chaînes d'ancrage, ce qui est posé, monitoring environnemental. Simplement, nous, on ne part pas de... Enfin, ça semble être des moyens qui sont relativement lourds par rapport à la classe précédente vers laquelle on s'oriente. Quelques innovations que j'ai observées, notamment à Synergie et puis à d'autres occasions. Bon, quand le ROV est dans l'eau, on a besoin d'avoir un retour vidéo, on a besoin d'avoir un retour vidéo qualitatif. Or, il arrive qu'il y ait une turbidité plus ou moins importante. Et donc, j'ai découvert l'entreprise Orphi, que j'ai trouvé avec des exemples assez performants. Donc, à partir d'une image vidéo classique, comparativement, ils sont capables d'obtenir un bien meilleur visuel, puisque ce sont des physiciens qui ont le savoir-faire pour travailler sur l'optique. Donc, ils ont produit une caméra qui propose de bien meilleurs résultats. Donc ça, très clairement, c'est sur tout type d'inspection, notamment sur les EMR, c'est extrêmement intéressant. Et donc, l'image de gauche, je crois que ça se lit IVM Technologies. Bon, je n'ai pas précisément de renseignements sur l'entreprise, mais en tout cas, c'est un dispositif de photogrammétrie dont l'objectif est ensuite de modéliser en 3D, puisque toute observation ROV, pour l'instant, se fait via une image, mais même en mini-ROV, assez peu, on va s'orienter vers de la 3D, soit via des moyens acoustiques ou via la photogrammétrie, modélisation 3D de chaînes ou pour observer le biofouling, etc. Donc je dirais que des outils mobilisables sur des mini-ROV permettront ce type d'analyse dans très peu de temps, voire assez rapidement, puisque c'est déjà des solutions qui sont commercialisables. Alors, d'autres améliorations, c'est les points sur lesquels je fais une veille assez importante. Bon, toutes les méthodes d'imagerie acoustique, d'acquisition de données acoustiques, je trouve ça formidable, mais à l'heure actuelle, c'est relativement onéreux. C'est un vrai point de blocage. Je ne pense pas être le seul à penser ça. Donc voilà, je suis persuadé qu'avec la banalisation de la technologie, on arrivera à des technos qui sont beaucoup plus accessibles à tout le monde. Donc, moi, voilà. Là, évidemment, il fallait bien que je mette un capteur. Il y a Teledyne, mais il y en a bien d'autres qui proposent des caméras acoustiques ou d'autres capteurs acoustiques assez performants. Alors, vers une automatisation des inspections. C'est déjà un petit peu mis en œuvre par un constructeur de ROV français qui s'appelle Nautiloplus. Ils sont focalisés sur l'inspection de navires, donc on peut sortir des rapports assez rapidement à l'issue de l'inspection. Il y a des algorithmes qui permettent d'analyser les images, de détecter des défaillances, etc. Donc ça, finalement, c'est une technologie qui est déjà présente. Je pense que concernant les EMR, effectivement, d'ici 2-3 ans, ce sera monnaie courante, puisque c'est déjà le cas pour l'inspection de navires. Et vers des inspections, vers une automatisation des inspections, et bien là aussi, le mini-ROV apporte des réponses, puisqu'on a déjà des systèmes qui possèdent, via un USBL, des dispositifs de waypoint. Donc, a priori, ce qui est à observer se déplace assez peu. Donc, on entre des waypoints qui sont des points de passage. On peut paramétrer éventuellement la profondeur. Et donc, ça, en ROV, ça existe déjà en AUV, mais en ROV, en ROV, c'est relativement... En mini-ROV, en tout cas, c'est relativement rare. On est capable d'aller sur des waypoints et d'aller soit prendre une photo, soit faire une mesure en fonction du payload présent sur le ROV. Donc ça, je pense que ça fait partie des
des choses qui seront incontournables dès demain. L'entreprise date de 2017, enfin l'activité date de 2017 et l'entreprise a assez vite proposé un service de formation. Mais tout simplement, pourquoi? Parce qu'on avait pas mal de clients qu'on connaissait à travers le drone aérien qui voulaient également développer des connaissances en Minirov. Donc, on a une formation une formation ROV qui est disponible depuis 2018, B2B et B2C. Et je profite de l'occasion pour dire, par exemple, au WIME que je serais ravi d'apporter un vernis un peu EMR à cette formation, ce qui serait déjà, ce qui pourrait être dans la continuité de cette ébauche de réglementation, et puis parce que c'est relativement rare, et je pense qu'il y aura une demande qui va exploser dans les mois qui viennent. Bon, pour finir, une petite synthèse sur les Minirov ou la classe Inspection Class. Donc, c'est un outil dont l'utilisation généralise, pas seulement ni en France ni en Europe, mais il y a même des constructeurs chinois qui ont un succès important sur la façade maritime japonaise. Ça apporte de la réactivité dans les inspections et une économie de moyens. Alors, elle ne sera pas la même puissance, hein. Je tiens à mettre ça quand même en perspective, c'est que ça n'a pas la même puissance de frappe qu'un World Class, mais ça apporte quand même des résultats qui peuvent être intéressants. On a des solutions qui sont de plus en plus fiables et qualitatives. Autrement dit, bon, voilà, on a vu une génération de Minirov qui ne pouvait pas travailler sur des sites EMR. Maintenant, c'est le cas. Et enfin, évidemment, le marché est émergent. On a des contours qui sont mal définis, mais on peut être sûr qu'il y aura une demande qui va être croissante sur ce type d'inspection, donc inspection ROV, Inspection Class. Merci de votre attention. Merci Julien, merci à tous les orateurs là, pour ces exposés très intéressants. Donc, je vous propose maintenant de passer à la session de discussion. Donc, je pense qu'on a Pierre qui doit être en ligne. Oui, je suis là. Ouais. Ouais, ok. Donc, écoutez, on a déjà des questions là côté des auditeurs à distance. On a Nicolas Loustano. Nicolas Loustono. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Je vais vous présenter, poser la question. Désolé pour avoir écorché le nom. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, Nicolas Loustono pour la société SAIP MSA. La caméra marche, mais pas le son. Très bien, 2 petites secondes. Moi, j'ai le son, moi. Ouais, j'avais compris le son. Ouais, vous l'avez? Vous m'entendez? Moi, je vous entends, oui. En fait, on vous entend dans le Zoom, mais pas dans la salle. D'accord, très bien. Allez-y, j'attends que ça se règle. Là, vous m'entendez dans la salle? Non, c'est sur le PC. Sur le PC? Ah, ok. Allez-y, ça devrait marcher. Vous m'entendez dans la salle? Oui, très bien, parfait. Super, parfait. Déjà, vous inquiétez pas pour mon nom, merci quand même. Donc, Nicolas Loustono pour SAIP MSA, je vais avoir 2 petites questions. Je vais avoir une question pour Julien de Subertech et aussi après une question plus technique pour Pierre de Hellwave. Donc, je vais commencer par Julien, s'il vous plaît. En fait, dans ce que vous nous avez présenté, vous semblez avoir une très bonne expertise du matériel et du marché de l'offre ROV actuelle. Comment est-ce que vous vous positionnez en fait dans le soutien aux entreprises pour justement créer ce lien entre ces sociétés, cette expertise que vous avez et des sociétés comme nous, par exemple SAIP MSA, qui pouvons opérer ou faire de la maintenance pour des prestataires? Je dirais qu'on est dans une position où on s'illustre à pas être distributeur. On n'est pas là pour vendre un produit. On étudie un besoin, on voit ce qui existe sur étagère. Il est même arrivé qu'on joue presque un rôle de courtier, ce n'était pas prévu initialement. Et voilà, et donc ça permet en fait de cibler objectivement
de proposer la meilleure solution et ensuite de l'accompagner, nous, parce qu'on connaît, quand même on connaît bien certaines entreprises qui distribuent. Alors, des fois, on connaît les constructeurs, des fois, on connaît les distributeurs, et ça nous permet d'accompagner au mieux le besoin du client. J'espère avoir répondu à la question. Oui, très bien, très bien. Donc, c'est bien ça, vous positionnez dans l'accompagnement. Très bien. C'est très intéressant de savoir ça. Souvent, c'est difficile en fait d'identifier tout ce qu'il existe sur le marché. Ça nous demande en fait en engineering beaucoup de recherche pour arriver à identifier ça. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a des sociétés qui se positionnent là-dessus. Merci beaucoup. Donc, ma prochaine question va être beaucoup plus technique pour Pierre d'Elwave. J'ai été très sensible en fait à la technicité de vos capteurs, très très intéressé. J'ai un cas particulier en tête, sans trop divulguer le projet parce que je ne peux pas non plus trop parler du projet. Je voulais savoir si vos capteurs sont absolument utilisables en pleine eau ou si il est possible d'utiliser ces capteurs en milieu clos. Je pense typiquement à des éoliennes sur fondation type GBS, fondation ballastée. Lors d'inspections en fait à l'intérieur, j'aimerais savoir s'il est possible de faire ces inspections en intérieur de la GBS ou on peut avoir de la turbidité, on peut avoir aussi, on est dans un environnement clos. Donc comment est-ce que vos capteurs peuvent arriver à faire quelque chose ou pas dans ces endroits? Alors, donc, je ne connais pas la dimension de ces ballasts. Une réponse, on a été sollicité par un armateur, un des gros armateurs français, pour faire de l'inspection de ballast dans les gros porte-conteneurs de 400 mètres de long. Là. Donc voilà, donc, je ne sais pas si ça correspond aux mêmes dimensions. Et en fait, la portée de détection, ça dépend du véhicule en fait, sur lequel on est. Si on est sur des petits véhicules, type ce dont parlait l'interlocuteur précédent, donc on va être sur du mini-rob, qui vont faire 50 cm de long, 70 cm de long. Du coup, la bulle de détection que vous avez, ou la portée de détection du système, vous êtes à des portées de 2-3 mètres. Donc, du coup, grosso modo, c'est ça, c'est dans la portée maximale. Après, à la différence du sonar en particulier, on n'a pas de problématique d'écho. Donc, on peut faire de l'inspection très proche, extrêmement proche, à quelques centimètres de l'obstacle. Donc, on n'a pas la problématique, on en a d'autres bien entendu, mais on n'a pas celle du sonar dans un environnement contraint. D'accord. Donc, on peut tout à fait imaginer en fait une inspection d'une surface béton pour essayer de détecter, par exemple, un béton abîmé et des barres de métal structurelles du béton armé qui pourraient être apparents et arriver à détecter ces changements en fait entre le béton et les barres apparentes dans un milieu clos. Oui. Très bien. Très intéressant. Oui. Super. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Guillaume Damblanc avait une question. Oui, bonjour. J'ai aussi une question pour Pierre Tuffigo. Je ne me représente pas. Mais j'avais deux petites questions, si je peux. Mais la première, c'est juste sur le principe de fonctionnement de votre capteur. Donc, merci à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez besoin de connaître, donc, pour identifier un objet spécifique ou un défaut, vous avez besoin de connaître la signature électromagnétique à l'avance, ou alors vous avez un champ continu et vous détectez un changement, une modification, une localisation? Donc, on n'a pas de banque de données, de base de données de signature électromagnétique de l'objet qu'on détecte. Donc, en fait, les algorithmes que l'on améliore en permanence, ils permettent de détecter, de déterminer la forme. Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre Aujourd'hui, en fait, on classifie les objets, on catégorise les objets, suivant que l'objet a une forme cylindrique, une forme sphérique ou plan. Aujourd'hui, en fait, on va dire l'objet, il y a des choses, si c'est une mine, on va dire, elle est plutôt sphérique et du diamètre correspondant au diamètre de la mine. Donc ça marche bien. Donc voilà, aujourd'hui, on classifie en ces trois grands types de formes. Après, on améliore constamment les algorithmes pour améliorer
définition, la résolution du système. Mais en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance a priori de la signature électromagnétique de l'objet qu'on veut détecter. Après, si je prends par contre le cas des objets enfouis, si on veut détecter, mais plus on connaît de choses sur l'objet, plus c'est facile. C'est toujours pareil. Oui, bien sûr. Donc du coup, typiquement, si on fait l'inspection d'un câble de puissance, si on sait déjà que le câble de puissance fait 15 cm de diamètre et qu'il est enfoui à une profondeur maximale de 2 mètres ou dans une zone entre 2 mètres et 1 mètre, bref, forcément, c'est d'autant plus d'informations que l'on intègre dans les algos avant la réalisation de la mission, et du coup, qui nous permettent d'affiner, d'avoir une information plus précise sur sa localisation. Oui, c'est ça. Non, c'est clairement cet exemple que j'avais en tête, vous avez deviné. Mais du coup, vous pouvez faire, ce n'est pas un monitoring, ce n'est pas une image à l'instant T que vous faites, vous pouvez faire un monitoring continu. Moi, je pense à la localisation, pas tant de l'objet, mais la localisation de défauts, en fait, à partir de l'interrogation du champ électromagnétique. Et bien, du coup, en fait, si on veut aller chercher des défauts, donc c'est plus compliqué, hein, et ce n'est pas du temps réel. Mais en revanche, on va acquérir les données en temps réel. Donc, on a la capacité en temps réel d'aller, en gros, traquer le câble. En temps réel, on va déterminer, avec un certain niveau de précision, sa profondeur d'enfouissement et sa position dans les coordonnées relatives du véhicule, dans le repère du véhicule. Bon, une fois que vous avez fait ça, après, on peut post-traiter les données, mais par contre, en post-traitant les données, on va aller chercher les données d'information plus précises de l'IMU du véhicule. Il y avait une cartographie précédente de l'inspection, donc on va aller, en gros, nourrir les algorithmes de post-traitement d'informations existantes, et c'est comme ça que l'on va chercher à déterminer les défauts. C'est ça Ouais, ok. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à faire. Mais en tout cas, la caractérisation de défauts, ça, c'est du post-traitement. Oui, tout à fait. Non, mais c'est peut-être quelque chose qui a développé aussi, mais c'est vraiment intéressant. Ok. Et si je peux me permettre juste ma deuxième petite question, c'est, vous avez parlé aussi du vivant. Alors ça m'intéresse parce que on travaille aussi beaucoup sur l'identification du biofouling, du développement de biofouling, notamment sur le câble et tous les ondes fond surface qui sont sensibles. Oui. Et bon, vous avez parlé surtout dans le cadre reconnaissance de géométrie, je crois. Donc déjà, la première question, c'est que visiblement, le vivant semble répondre à votre interrogation électromagnétique. Et sur la description, donc j'imagine que ce n'est pas encore quand même la reconnaissance de groupes d'espèces, mais enfin, en tout cas, d'un point de vue géométrie, vous pouvez avoir quel type de précision vous reconstruisez une forme 3D, en fait, par exemple? Non. Bah, si, mais si je prends un câble, vous prenez un câble ou un riser, ou ce que vous voulez, donc du coup, en fait, dans les informations que l'on cherche, donc ce n'est pas secret, on mesure l'intensité du courant électrique qui parcourt les électrodes. L'intensité du courant électrique, vous pouvez mesurer sa modulation en amplitude, ce qui vous donne la partie réelle de la résistivité. Vous pouvez mesurer la phase, en particulier le déphasage. On sait la fréquence à laquelle on émet, on va mesurer la fréquence à laquelle on reçoit. Donc le déphasage, c'est la partie imaginaire de la résistivité électrique. Donc, et en allant chercher ces deux types d'informations, vous obtenez des informations complémentaires. Et en particulier, un objet vivant très capacitif, parce qu'il y a plein de cellules et les cellules sont capacitives, et du coup, va beaucoup déphaser le champ. D'accord. Par contre, ça ne va pas avoir d'influence, qu'il soit capacitif ou pas capacitif, vivant ou pas vivant, sur la modulation en amplitude. Donc, en fait, en allant croiser ces différentes informations, vous allez, pour répondre à votre question, on va détecter, localiser et caractériser sous forme d'un cylindre le câble. Après, en allant chercher ce déphasage, ce que l'on cherche à faire, je ne dis pas qu'on sait le faire, hein, ce que l'on cherche à faire, c'est essayer de quantifier la quantité de vivant qui est sur ce câble.
D'accord. Vous arrivez à distinguer quand est-ce que s'arrête l'objet lui-même et quand commence le vivant, quoi, avec des signes, enfin, l'interrogation différente. OK. Oui. Et, Ah. voilà. Mais pour faire ça, et là où, par contre, aujourd'hui, on n'utilise pas on ne fait pas de l'interrogation de signature électromagnétique préexistante, je ne dis pas que pour ce type de besoin, il ne faudrait pas, dans ce cas-là, dans du post-traitement, avoir des bases de données ou des signatures électromagnétiques et aller chercher cette information-là, ce qui est possible. Certainement. Non, mais c'est très intéressant parce que l'image, voilà, avec la turbidité, a aussi ses limites et là, il y a besoin d'une certaine précision et c'est compliqué. Donc, merci pour vos réponses. Très intéressant. Je vous en prie. Merci Pierre. Je regarde si dans la salle, il y a des questions. Oui. Pour GSLC, je ne sais pas, la techno utilisée, vous n'avez pas trop précisé, il y a une tablette, il y a un câble, non? Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de tablette. C'est une tablette et on part d'un point de référence, on est localisé en temps réel. Et on n'a pas de triangulation de balises, d'acoustique, c'est un autre système. Comment on fait? Justement. D'accord. Voilà. Bon. Ça marche. Ça marche. C'est du guidage. Peut-être une remarque de Daniel, nous mettons en camarade. Oui. Daniel, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu potentiellement les interactions entre automatisation et inspection humaine? Parce qu'on a tendance à opposer un peu les deux visions, il faudrait tout automatiser ou alors on refuse en bloc cette automatisation-là. Peut-être qu'il y a une troisième voie qui est au contraire de faire travailler ces aspects-là. Le GSLC étant une société par essence, une société d'inspection subaquatique, est-ce que tu pourrais développer un peu ces aspects-là? Comment ça se passe dans ton quotidien? Parce que tu es opérateur ROV déjà, tu es formateur aussi, donc peut-être expliquer un peu. Et en fait, nous, on fonctionne surtout sur la traçabilité de nos inspections. Et à chaque fois qu'on intervient dans un endroit, on part toujours par rapport à un point de référence, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. Et au fur et à mesure, on enrichit notre base de données et on vient faire des comparaisons. Alors là, aujourd'hui, c'est l'œil, c'est l'humain. C'est notre produit d'ARPAD qui permet justement d'enregistrer et de classer et d'avoir une banque de données de comment ça s'appelle, d'information. Pour nous, l'automatisation, elle est surtout dans justement le traitement de la donnée et de l'information et de pouvoir revenir plus tard et de faire de la comparaison, dire voilà, est-ce que ça a bougé, est-ce que ça s'est aggravé, par exemple, un champ de Posidoni, par exemple, on va pouvoir déterminer une surface. On va la rentrer, ça va être rentré dans notre base de données et on revient 6 mois après, on voit si la surface s'est agrandie ou si elle s'est… Et tout ça, c'est intégré au départ de la mission. C'est-à-dire que on part avec on travaille sur notre mission, on dit ce qu'on veut chercher, ce qu'on veut aller voir. On suit la mission qui est décrite sur la tablette et une fois que l'on ressort de cette mission, que tout est enregistré, tout est référencé, on rentre dans notre base de données et on fait des comparaisons. Voilà. Et dans l'optique utilisation du ROV plus utilisation des plongeurs, il y a une bonne complémentarité. Au niveau du ROV, on s'en sert pour les endroits qui sont inaccessibles maintenant. Alors, tout ce qui est cuve, on a un gros marché avec tout ce qui est inspection de cuve à sprinkler. Alors là, ce n'est pas la mer, ce n'est pas les énergies renouvelables. C'est simplement de la sécurité incendie, mais c'est du milieu confiné. Donc, on envoie nos ROV, ou alors dans des échangeurs thermiques qui sont dans des piscines, dans des milieux confinés, on envoie nos ROV. Et là, c'est pareil, on a un souci on ne voit pas physiquement le ROV. Donc, dans le cadre du pilotage, on a vraiment un souci de positionnement, savoir où est notre ROV, savoir où il va aller. Et justement, le projet d'ARPAD a pour objet de faciliter ce guidage pour le pilote. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a dans le panel à distance ou dans la salle
Alors, je vais peut-être en poser une dernière. J'ai vu tout à l'heure la caméra stéréoscopique. Apparemment, c'est une caméra stéréoscopique à 4 caméras. En tout cas, il y avait 4 bulbes. Ou alors, ce n'était pas une caméra stéréoscopique. C'est des LED, c'est des LED de cette catégorie. C'est l'éclairage, ok. Ouais, le dispositif Orphi, donc ça joue sur les contrastes. Non, c'était l'autre dispositif. Et à droite, par contre, effectivement, c'est un système pour faire de la photogrammétrie. Donc, à la fois, faire la photogrammétrie nécessite uniquement 2 images dans le même point, minimum. Et donc, ces 2 caméras sont censées shooter simultanément, de façon à avoir un recouvrement de l'objet étudié, pour voir ensuite le. D'accord, donc c'est la stéréoscopie. Et ça nécessite un positionnement précis de la prise de vue par rapport à la zone observée. En fait, ou est-ce que c'est intégré comment c'est intégré? La photogrammétrie par drone se sert de la finesse du positionnement GPS qui peut même être corrigé dans la fréquence. Sous l'eau, je dirais que je ne veux pas avoir un propos déplacé vis-à-vis des gens qui travaillent sur la précision de positionnement du sous-marin. En tout cas, c'est peut-être un peu plus onéreux et c'est moins accessible. La précision est moins accessible sous l'eau. Donc, le recouvrement qui s'opère sous l'eau se fait par étude pixels et moins par coordonnées, contrairement à ce qui se fait dans le RF. C'est-à-dire détecter des points similaires entre plusieurs images. Bon, bah, écoutez, il nous reste à vous remercier une nouvelle fois. Merci Pierre également. Merci à vous.